Salut tout le monde, c'est Romain Bossard de Local Engineering. Je suis consultant formateur en électricité basse tension. Suite à ma publication d'hier sur la coordination des protections, j'ai eu la question de M. sur LinkedIn. Voilà la publication. M. qui me posait la question par rapport à comment un disjoncteur puisse atténuer le courant de court-circuit. Donc, il parle de cette caractéristique de limitation des courants de défaut des courants de court-circuit. C'est pour cette raison que j'ai décidé de faire une vidéo rapide. D'ailleurs, je tiens à le remercier pour son interaction avec moi et je remercie tout le monde d'ailleurs sur LinkedIn, sur Facebook et également sur YouTube. Les gens qui me suivent et qui me font confiance. Merci à tous. Donc, pour parler de la limitation des courants de défaut chez les disjoncteurs, on doit se situer d'abord. Voilà, ici, j'ai un disjoncteur à boîtier moulé de Schneider Electric, un NSX. Il est hors d'usage, donc c'est un ancien disjoncteur. Je vais essayer de le décrire. Ce qui est inscrit ici, pour les ingénieurs qui travaillent dans le domaine de la conception, il faut tout connaître, hein, parce que c'est à partir de là qu'on choisit notre disjoncteur. Euh, cette façade, elle est détachable, on peut l'enlever. Elle est fixée avec deux vis, donc je les ai déjà enlevés, ils sont là. Donc j'enlève la façade. Qu'est-ce qu'on a en dessous? Donc, celui-là, c'est le mannequin. Il est en position médiane, donc il est en position déclenchée. Comme vous pouvez le voir, il y a des inscriptions à l'intérieur. Ce sont des logements où on peut installer des auxiliaires. L'auxiliaire OF, l'auxiliaire SD, la bobine 1N, la bobine 1X, et ainsi de suite. D'accord? Celui-là, c'est le cache du pôle neutre. Il y a plein de mécaniques, comme vous pouvez le remarquer. Donc, il y a plein de mécaniques, des liaisons entre les éléments. Le pôle, proprement dit, c'est lui en blanc. D'accord? Voilà un pôle d'un disjoncteur boîtier moulé. Donc, il est exactement pareil comme celui-là. D'accord? Dans ce pôle, il n'y a pas de déclencheur, il n'y a pas de bobine, il n'y a pas de binôme, il n'y a rien. Donc, il n'y a que les contacts. Le déclenchement, il ne se fait pas ici, hein. Ici, c'est la puissance, vraiment la puissance. On a deux chambres de coupure, deux contacts, on va les voir tout à l'heure dans un schéma, mais les déclencheurs, ils sont déportés, ils sont là. Voilà le déclencheur. D'accord? Il est fixé avec des vis, moi je les ai enlevés, quatre vis. Je vais essayer de l'enlever devant vous. Donc, tout simplement, dès que vous enlevez les vis, on le retirer de cette manière-là. Donc, finalement, j'ai le boîtier sans déclencheur. Le déclencheur, il est là. D'accord? Donc, ici, il y a aucune intelligence, il n'y a aucune mesure, rien du tout. Il n'y a que le déclenchement qui se fait. Il n'y a que les contacts qui s'ouvrent et se ferment ici. Bien sûr, l'ouverture et la fermeture, elle est déclenchée par le déclencheur. Et comment elle se fait? Il y a une pièce ici, vous la voyez, cette pièce-là. Si j'installe le déclencheur, donc il va agir sur le mécanisme ici. Je vais essayer de vous montrer. Donc le disjoncteur, il est en position totalement enclenché, donc il est fermé. Si je touche ce petit élément en plastique, il va y avoir un déclenchement. Exactement ce que fait le déclencheur via un petit accessoire ici. C'est exactement ce que fait le déclencheur via un petit accessoire ici. Cet accessoire-là. Donc, je vais essayer de le déclencher. En dessous, vous allez trouver un petit bouton. Ce petit bouton. Voilà.
Donc il a déclenché. Dès que cet élément se déclenche, donc il va déclencher lui-même le disjoncteur via ce petit élément. D'accord? Bon, parlons maintenant des déclencheurs. Là, j'ai un déclencheur magnétothermique du NSX. Comment j'ai su que c'était un déclencheur magnétothermique? Tout simplement à partir de la référence. Là, on voit TM 100D. Chez Schneider Electric, TM, ça veut dire thermique magnétique. Donc, c'est un déclencheur magnétothermique. Il nous offre la possibilité de régler le thermique ici. Par contre, le magnétique, il est fixe à 800 ampères. Pour modifier le réglage, il suffit d'enlever le cache, d'accord, et de ramener une tournevis plate comme celle-ci, et de positionner le curseur. Par exemple, si je le mets sur 90, je tourne comme ça sur 90. Là, il est sur 90. Je vous donne également une information. Entre 80 et 90, il n'y a aucune valeur. Hein, donc, vous ne pouvez pas le mettre, par exemple, à 85. Ça n'existe pas. Donc, ou bien 80, ou bien 90, ou bien 100 ampères. Et l'autre, c'est 70. Donc, c'est les quatre possibilités. Il n'y a pas d'autre. Le magnétique, il est fixe. D'accord? Si je reviens sur ma courbe, la courbe de ce déclencheur, comme la courbe caractéristique d'un disjoncteur, elle a cette allure-là. Donc on a une zone thermique, ça veut dire c'est la bilame, et on a une autre zone magnétique. D'accord? Le réglage thermique de ce disjoncteur-là, je l'ai placé sur 90. Donc il a un réglage thermique IR égale à 90 ampères. Le magnétique, par contre, il est fixe. Il est fixe à 800 ampères. Je ne peux pas le modifier. Donc, on appelle ça ou bien le IM, donc le courant magnétique, ou bien le seuil de réglage magnétique, ou bien le ISD. Ici, on a 800 ampères, donc on ne peut pas le modifier. D'accord? Les fournisseurs nous offrent également d'autres déclencheurs qui ne sont pas magnétothermiques, donc des déclencheurs électroniques. Là, sur les déclencheurs électroniques, on n'appelle plus magnétique thermique. Les appellations changent parce qu'il n'y a pas de bobine, il n'y a pas de bilame dans le déclencheur électronique. Donc, on les appelle low. Donc, la première zone, c'est low, L. La deuxième zone, soi-disant magnétique, on l'appelle S, short. Et également, il faut savoir qu'on a une zone instantanée, donc on l'appelle I. Si sur la courbe, elle va être comme ça. Donc on a une troisième zone I. Donc c'est un déclencheur L, S, I. D'accord? Maintenant, revenons sur le pôle proprement dit, parce que la vidéo concerne la limitation du courant de court-circuit. Donc la limitation, elle se passe ici. Donc on va voir comment ça va se passer. On va voir qu'est-ce qu'il y a dedans, dans ce pôle de Schneider Electric. Maintenant j'ai ouvert un document de Schneider Electric, la coordination des protections BT. Bon, c'est un document qui est très intéressant, donc il est tellement détaillé à tout. Je vais partir directement à la page 13. La page 13, là on voit que Schneider Electric parle de deux techniques. Donc la filiation, on appelle également en anglais cascading, ou la protection d'accompagnement. Et il y a la sélectivité. Moi, je m'intéresse à la filiation. Donc, je m'intéresse à la limitation. C'est quoi la limitation et comment elle est faite? La limitation
la limitation consiste à créer une force contre-électromotrice s'opposant à la croissance du courant de court-circuit. Donc, comment créer justement cette force contre-électromotrice? Vous savez que l'ouverture d'un contact, n'importe quel contact, hein, en charge, ça veut dire, par exemple, si vous avez déjà remarqué, si vous essayez d'éteindre la lumière, généralement, vous avez un arc dans l'interrupteur. Donc, l'ouverture d'un circuit en charge crée entre les contacts fixes et les contacts mobiles, ça va créer un arc. D'accord? Et ça, on peut pas l'éviter. De manière générale, on ne peut pas l'éviter. Mais dans les disjoncteurs, ils ont utilisé justement cet arc parce que l'arc en question, il a une impédance, il a une tension. Elle va s'opposer, elle va s'opposer à la tension du réseau, donc à la FEM du réseau, ce qui va donner comme conséquence la limitation du courant de court-circuit. D'accord? Bon, je ne vais pas tout lire parce qu'il y a les trois critères déterminants pour l'efficacité de cette limitation. Le temps d'intervention, c'est-à-dire le temps TS où apparaît la force contre-électromotrice. Donc, quand est-ce qu'elle va apparaître? C'est juste à l'ouverture du contact. D'accord? Dès que le contact commence à s'ouvrir, c'est là où il va apparaître l'arc électrique et la force contre-électromotrice. Donc, on parle de ce temps-là. La vitesse de croissance de cette FC1, donc, il y a création d'arc, mais également, on doit avoir l'effet de une croissance rapide de la FCE. Pourquoi? Parce que le court-circuit, il va croître très rapidement. Donc, on doit pallier à ça par la croissance de la FCE elle-même, donc avec une vitesse de croissance. Et également, le troisième critère, c'est la valeur c'est la valeur que cette epsilon va atteindre. C'est en fonction de ces trois critères, on parle d'efficacité de limitation du courant de défaut. D'accord? La force contre-électromotrice, c'est la tension d'arc UA due à la résistance de l'arc qui se forme entre les contacts dès leur séparation. Sa rapidité d'évolution est liée à la vitesse de séparation des contacts. Bon, la vitesse de séparation des contacts, là, on fait appel justement à la mécanique. Parce que qu'est-ce qui fait que les contacts s'ouvrent rapidement? C'est les ressorts. Donc là, c'est la partie mécanique. Il faut savoir que le, un disjoncteur, c'est pas un élément seulement électrique. Un disjoncteur, il y a plein de mécanique dedans. D'ailleurs, l'ouverture, elle ne se fait que de la manière mécanique. Donc, le déclencheur, qu'est-ce qu'il va faire? Lui, il va mesurer. Donc, il va mesurer les courants. Par la suite, il va donner, on dirait qu'il va donner l'information. Il va donner juste l'information. Il va faire bouger un électroaimant. L'électroaimant, il va toucher la partie mécanique. C'est à partir de là, on dirait on a donné l'information. À partir de là, c'est la mécanique qui va prendre en charge le déclenchement proprement dit. Donc, on parle de la vitesse de croissance de cet FEM et la valeur par rapport à la vitesse de séparation de ces contacts. Qu'est-ce qui va donner une vitesse rapide ou lente de ces contacts? C'est le ressort, donc c'est la partie mécanique. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, je ne vais pas tout lire le document, mais ce document-là, vous le trouvez sur Internet, hein. Euh, les avantages, les effets néfastes des court-circuits. Il y a une partie électromagnétique, réduction du champ. Donc, l'effet de limitation, c'est la réduction du champ magnétique, donc moins de risque de perturbation des appareils de mesure voisins. Donc, parce que le champ électromagnétique produit par le courant de court-circuit, il va gêner justement les différents éléments avoisinants, donc les appareils de mesure, l'automate et ainsi de suite. La partie mécanique, donc l'effet néfaste sur la mécanique, la limitation, elle va faire quoi? L'intensité crête limite, donc la force électromagnétique réduite, moins de risque de déformation ou de rupture au niveau des contacts électriques. Donc là, ça intervient justement sur la durée de vie des contacts. D'accord? Donc, c'est parmi les effets de la limitation. Donc, le dernier effet, c'est l'effet thermique.
Pour cette fois, c'est pas directement l'effet sur le disjoncteur, mais plutôt sur les câbles. Parce qu'il faut savoir, dès qu'on a l'apparition d'un courant de court-circuit, le disjoncteur, il commence à ouvrir, mais il va pas ouvrir en instantané le circuit. Donc, il y aura toujours un courant de court-circuit jusqu'à l'ouverture totale du disjoncteur et l'extinction du courant de court-circuit. Donc, généralement, c'est un temps inférieur à 20 millisecondes. On se pose la question, pendant ces 20 millisecondes, le courant de court-circuit, il va cheminer à travers le câble. Est-ce que le câble, il va supporter toute l'énergie du courant de court-circuit qui va transiter à travers lui? On appelle ça la contrainte thermique. La contrainte thermique, elle obéit à une formule I carré T inférieur à 5 secondes. K fois I carré inférieur à 5 secondes. La contrainte thermique, elle est vérifiée par Canico-BT. Donc, on va trouver un onglet coordination des câbles, coordination protection des câbles, où on va voir la courbe de déclenchement superposée à la courbe de la contrainte thermique du câble. Voilà, c'est le troisième avantage justement de la limitation des courants de court-circuit. Bon, quoi d'autre? Tout en bas, on va voir le pôle. Pour les disjoncteurs de puissance, bon, c'est en fonction du courant de court-circuit, de l'amplitude du courant de court-circuit, la technique d'ouverture, technique de limitation, elle est différente. Donc, pour les gros disjoncteurs, les disjoncteurs ouverts, par exemple les master packs, la technique, elle est différente des disjoncteurs boîtier moulé, parce que c'est pas le même niveau de court-circuit. D'accord? Là, si on coupe, on a le contact fixe, c'est lui, d'accord, le contact fixe, le contact mobile. Et là, on voit la chambre de coupure. La chambre de coupure, elle est faite d'un matériau ferromagnétique. Donc, en présence d'un champ électromagnétique, cette pièce-là, elle va se magnétiser elle-même. Donc, il y aura une interaction entre l'arc, lui, il a un champ électromagnétique, et cette pièce qu'on appelle la chambre de coupure, celle-là, elle-même, elle va être magnétisée par le biais justement du champ produit par l'arc électrique et elle va attirer l'arc vers cette pièce-là. Donc, c'est de cette manière qu'il y aura l'étouffement de l'arc. Voilà, dedans, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le euh, contact fixe, un deuxième contact fixe. Donc, il y a deux contacts fixes, un ici et un autre là. Et cette pièce-là, elle est rotative, d'accord? Elle est rotative. Pour la fermer, on doit la tourner dans ce sens-là. Pour l'ouvrir, on doit la tourner dans ce sens-là, d'accord? Et ici, on a les contacts. Et en face de chaque contact, on a la chambre de coupure, d'accord? C'est elle qui va dissiper justement l'arc. Elle va l'attirer vers elle. Par la suite, le subdiviser en petites portions, donc en petites portions de FCEM, et de l'attirer jusqu'à l'extérieur. D'accord? Et par ici, on voit que c'est ouvert. Bon, ici, c'est ouvert. D'accord? C'est ici parce que dès qu'il y a un courant de court-circuit, dès qu'il y a un courant de court-circuit, qu'est-ce qui va se passer? Dans la chambre d'extinction, il y aura une forte pression et une forte chaleur. Cette pression et cette chaleur, on doit la dissiper par cette ouverture-là. D'accord? Et cette technique, chez Schneider Electric, on l'appelle la coupure rotoactive. C'est une innovation à partir du disjoncteur NS. Et maintenant, on la retrouve également sur le NSX. Admettons qu'on a un disjoncteur comme ça. Un disjoncteur comme ça, sans déclencheur. D'accord? Si on lui fait passer un courant de court-circuit important, par exemple au-delà de 25 fois IM, est-ce qu'il va se déclencher?
malgré qu'on n'a pas de déclencheur, puisqu'on a dit que le déclencheur, lui, il va mesurer le courant de défaut, il va donner l'ordre pour l'ouverture des contacts. D'accord? Mais là, on n'a pas de déclencheur. Donc, la mesure, il y aura pas de mesure, il n'y aura pas d'ordre. Donc, est-ce que au-delà de 25 fois yen, est-ce qu'il y aura un déclenchement? Oui. Comment? On va le voir. Dans cette chambre de coupure, dès qu'il y a un arc, l'arc il va s'accompagner justement avec une énergie énorme. Il va faire chauffer cet endroit. Donc, puisqu'on a un espace presque restreint, un espace réduit, la quantité d'air n'est pas énorme. Donc, cette quantité d'air, elle va s'échauffer énormément. Il y aura une pression. Donc, il y aura une augmentation de pression. Cette pression, au-delà de 25 foyers. Voilà. Un dispositif à piston et ressort utilise la pression due à l'énergie de l'arc pour provoquer, au-delà d'un certain seuil, environ 25 foyers. Ce seuil-là, bon, apparemment, il peut être différent d'un disjoncteur à un autre, mais généralement, c'est autour de 25 foyers. Un déclenchement réflexe, environ 3 millisecondes après la répulsion des contacts. Donc, après, après que les contacts se séparent, 3 millisecondes. Et si, et si le courant de court-circuit atteint 25 fois yen, on va avoir un déclenchement réflexe qui est dû à quoi? Dû à la pression dans la chambre de coupure. J'espère que j'ai pu vous faire parvenir l'idée. C'est bien expliqué dans ce document. Il faut savoir que cette caractéristique de limitation des courants de défaut, on la trouve généralement sur les disjoncteurs à boîtier moulé et les disjoncteurs boîtier ouvert. Chez tous les fournisseurs d'ailleurs, hein, c'est pas seulement chez Schneider Electric, mais la technique elle est différente. Parce que chacun d'eux, il est obligé de déposer des brevets par rapport à ça. Donc chacun, il a son idée, sa manière de faire et ainsi de suite. Mais tous vont se baser sur la FCEM de l'arc proprement dit. Donc c'est lui qui va atténuer le courant de court-circuit. Voilà, la vidéo se termine ici. J'espère que j'aurai répondu à la question de M. Saoud et à beaucoup d'autres d'entre vous. Je vous remercie pour votre attention. La prochaine vidéo, Inch'Allah, ça va être par rapport à la sélectivité. Donc, attendez-moi sur une autre vidéo qui va être sur la sélectivité. Je vous remercie. À très bientôt. Salam alaikum.